pour moi une grande joie de vous accueillir ici. D'abord parce que j'ai eu l'honneur d'être dans votre équipe il y a quelques années et vous êtes à l'origine d'une magnifique réforme de l'enseignement supérieur français. Et puis ensuite vous accueillir à ESCP Europe, c'est vous accueillir dans ce que j'oserais qualifier du plus international des établissements académiques français, puisque nous avons 40% d'étudiants français, mais 35% d'autres Européens, 25% venus du reste du monde, puisque nous sommes une seule école sur 5 campus qui fonctionne de manière totalement intégrée, et puisque aussi nous développons un modèle original, nous sommes européens, tout européens, et nous sommes en train en même temps de développer des partenariats stratégiques. Nous avons signé la semaine dernière un partenariat avec l'université de Tongji. Donc c'est une Europe ouverte sur le monde, une Europe qui attire les non-européens, une école qui travaille de plus en plus avec les entreprises sur des projets concernant le business en Europe, on va dire, des entreprises chinoises, mexicaines, indiennes et bien d'autres. Mais c'est aussi une école qui est fière de ses valeurs. C'est la plus ancienne des écoles de commerce du monde, 1819. Et c'est une école qui est très tournée vers les sciences sociales, un autre héritage des années récentes. Vous en savez quelque chose, nous sommes membres du Press ESAM. Notre coopération avec Paris 1 Panthéon-Sorbonne est extrêmement importante et c'est aussi un modèle que nous essayons de répliquer dans les villes où nous sommes, à Turin, à Madrid, à Berlin ou à Londres. Nous essayons de créer des environnements universitaires du même type que les presses en France. Voilà pour vous dire que le modèle universitaire français a su se réformer, s'adapter, et l'Europe en est un des vecteurs. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Vous allez nous parler de votre dernier ouvrage, vous allez nous parler d'une expérience qui est la vôtre, votre expérience politique. On parlera peut-être un peu d'enseignement supérieur, on parlera de beaucoup d'autres sujets. En tout cas, merci infiniment d'avoir pris ce temps pour venir nous voir. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à ce dernier événement tribune de l'année, organisé en partenariat avec le BDE Gentleman, le journal des grandes écoles et des universités, et le cabinet d'audit et de conseil Ernst & Young. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir une personnalité politique de marque, ancienne ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, puis ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, porte-parole du gouvernement Fillon sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Valérie Pécresse est aujourd'hui députée des Yvelines et secrétaire générale déléguée de l'UMP. Ce soir, justement, nous allons parler de l'UMP, du quinquennat de Nicolas Sarkozy, de la politique fiscale et économique de l'actuel gouvernement, et des nouvelles propositions de la droite, puisqu'elle vient de sortir un livre, comme M. Husson l'a rappelé, qui s'intitule « Voulez-vous vraiment sortir de la crise ?» Alors Valérie Pécresse, je sais que vous êtes une grande utilisatrice des réseaux sociaux, et notamment de Twitter. Et je tenais à préciser que la conférence est live tweetée, donc vous pouvez poser vos questions, les étudiants peuvent poser leurs questions avec le hashtag #confpécresse. Et vous pourrez aussi tweeter pendant la conférence, je sais que vous en êtes capable. Je laisse maintenant la parole aux deux membres de l'association Tribune, Solène et Guillaume. Merci encore et bonne soirée. Alors, Valérie Pécresse, bonsoir. Comme l'a rappelé Raphaël, donc vous avez récemment publié un livre qui est ici, Voulez-vous vraiment sortir de la crise ? Où vous revenez finalement sur le quinquennat de M. Nicolas Sarkozy, et dont vous étiez la ministre, et où vous avancez finalement vos propositions et des idées nouvelles. Alors, dès le début de votre livre, vous rappelez la question qui est sans cesse adressée à l'opposition quand elle propose une chose nouvelle. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait avant ? C'est ma première question. Oui. Sabotage. D'abord, avant de répondre à la question, et pas pour y échapper, mais juste par courtoisie, remercier Édouard Husson, qui a été effectivement un précieux collaborateur, puisqu'il avait introduit les sciences humaines dans mon cabinet. Et je lui souhaite vraiment pour le SCP Europe le meilleur, parce que je sais que votre école est formidable, et surtout qu'elle n'arrête pas de se développer. Et vous savoir maintenant à Shanghai, ça me réjouit, d'autant plus que j'y étais moi-même il y a quelques semaines pour faire une conférence. C'était le lendemain en fait. Ah bon. Non, mais c'est vraiment absolument crucial que vous alliez en Chine tous et très vite, parce que je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui faire une école de commerce sans avoir visité l'Asie et singulièrement la Chine. Et puis je voudrais saluer aussi Raphaël Coulon, à qui j'ai posé un lapin l'année dernière, et je sais qu'il m'a pardonné, mais je voulais vraiment encore m'en excuser, je n'aime pas ça. C'était une actualité politique
un petit peu urgente qui m'avait retenue à l'Assemblée, et je sais que certains d'entre vous peut-être m'ont attendu ce jour-là, et je n'aime pas ça. Donc voilà, encore toutes mes excuses pour la dernière fois, Raphaël, et merci de ne pas m'en avoir tenu rancune et de m'avoir invité. Alors pour répondre à la question, c'est tout l'objet du livre en réalité. Pourquoi j'ai écrit ce livre? Je l'ai écrit pour deux raisons. D'abord parce que je suis sortie très démoralisée de la guerre interne de l'UMP et Copé-Fillon, à laquelle j'avais participé, mais dont je n'imaginais pas qu'elle donnerait une si mauvaise image de la vie politique. Et je me suis dit, bon, quel peut être le rôle d'un quadragénaire aujourd'hui, d'une quadragénaire en politique, avec une opposition face à elle de 4 ans, qu'est-ce que je peux faire? Et je me suis dit que mon devoir, c'était de faire l'inventaire. Non pas l'inventaire du sarkozysme pour chercher des responsables, des coupables, etc., mais un inventaire réfléchi sur l'idée même de réforme. Pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas? Et donc, la question que vous me posez, pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? C'est une des questions à laquelle je réponds en partie dans le livre. C'est-à-dire que sur certaines réformes, il y a des raisons qui tiennent, j'allais dire, à la société française, d'autres qui tiennent au fait qu'on s'y est mal pris, qu'on a essayé de réformer, qu'on n'a pas réussi, d'autres qui tiennent au fait que personne ne voulait faire la réforme. Enfin bon, il y a toute une série de raisons pour lesquelles on n'a pas fait certaines réformes. Alors si je prends des exemples concrets, bon, le bac et le lycée. Bon, on a essayé 2 fois de réformer. Une fois le bac en 2005, une fois le lycée en 2010, 9-10. Mais les 2 fois, c'était en fait la même réforme. L'idée, c'était quoi? C'était de dire il faut un bac beaucoup plus resserré, un bac à 6 matières et pas à 12 matières, pas à 36 options, un bac resserré, qui permet d'avoir ensuite un lycée, là aussi, un lycée de spécialisation et d'approfondissement, pas un lycée totalement généraliste où on aurait des tonnes et des tonnes de matières, mais un lycée beaucoup plus centré sur les matières d'excellence de l'étudiant, donc mettons avec un socle commun français-maths, et puis après des spécialisations. Donc un lycée sur lequel on ferait beaucoup d'économies, puisque vous savez qu'on dépense 20% de plus que la moyenne des pays de l'OCDE sur le lycée. On récupère l'argent, et cet argent, on le transfère sur le maillon faible de l'enseignement français, qui est le primaire, voire sur le collège, mais en complément du primaire, sur les acquisitions des fondamentaux pour les 150 000 jeunes Français qui sortent du système sans savoir lire, écrire et compter. Je vous la fais schématique, mais cette réforme, on sait qu'il faut la faire. Et on a essayé de la faire en 2004, on n'a pas réussi, on a essayé de la faire en 2007, en 2009, on n'a pas réussi. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on n'a jamais fait la pédagogie de la réforme avant d'être élu. Et ça, c'est une leçon pour moi, c'est que nous ne ferons pas les réformes difficiles dont nous n'aurons pas parlé avant l'élection. Et très souvent, les Français, les hommes politiques français, se concentrent sur la conquête du pouvoir, beaucoup plus que sur l'exercice du pouvoir postérieur à l'élection. Ça vaut à droite, ça vaut à gauche. Donc l'idée, c'est, comme l'élection reine en France, c'est la présidence de la République, on se concentre sur cette élection présidentielle, il faut gagner la présidentielle, peu importe, tous les moyens sont bons, il faut gagner la présidentielle, une fois qu'on a gagné la présidentielle, on gouverne. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que des réformes aussi compliquées que celles de l'école se heurtent nécessairement à toute une série de conservatisme et de corporatisme et de résistance au changement. Si on n'en a pas fait la pédagogie avant, on ne peut pas réformer. Donc ça, c'est la première chose. On n'avait pas fait la pédagogie de la réforme avant. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que bon, les réformes qui touchent à la jeunesse, vous savez, vous connaissez la phrase célèbre que reprenait Xavier Darcos comme un antienne à l'époque, quand nous nous sommes retrouvés face à la rue. Les lycéens, c'est comme le dentifrice, quand ça sort du tube, c'est très difficile de les remettre dedans. Bon. Et bah oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les jeunes sont dans la rue, c'est très compliqué. Autant sur les mouvements étudiants, il y a des organisations syndicales qui peuvent éteindre un mouvement étudiant, je le sais, je l'ai fait 2 fois. Mais avec les lycéens, c'est pas du tout pareil, parce que ce sont des... voilà, ils ont 16 ans. Donc une fois qu'ils sont dans la rue, ils sont dans la rue. Après, pour les faire revenir à l'école, ça devient beaucoup plus compliqué. Voilà. Sur le lycée, on n'a pas réussi parce qu'on n'avait pas fait la pédagogie avant. Sur les 35 heures, c'est pas du tout le même problème. Sur les 35 heures, on ne l'a pas faite, cette réforme, en partie parce qu'on ne l'avait pas annoncé avant, mais aussi parce qu'un grand nombre des bénéficiaires même d'une suppression des 35 heures ne voulaient pas qu'on les supprime. Le MEDEF, le patronat, n'était pas favorable à la suppression des 35 heures en 2007, il faut le savoir.
ceux qui y étaient favorables, c'était les PME, la CGPME, les PME et les TPE, parce qu'eux avaient besoin de souplesse dans le temps de travail. Eux avaient besoin de faire travailler leurs salariés plus de 35 heures. Mais dans les très grands groupes, il y avait des accords négociés de productivité et 35 heures, ça leur allait peu ou prou assez bien. Et en fait, ils n'avaient pas du tout envie de rouvrir la boîte de Pandore, de la renégociation d'accords salariaux, patronaux, pendant des mois et des mois. C'était leur cauchemar même, l'idée de rouvrir des négociations sociales. Donc ils ne voulaient pas qu'on supprime les 35 heures. Donc si vous voulez, en réalité, le sujet des réformes est un sujet très complexe. Mais il y a des raisons pour chaque réforme pour lesquelles on ne les a pas faites. Et alors vous allez... Mais alors, justement, excusez-moi de vous couper, mais pourquoi ça marcherait en 2017 ou dans l'avenir? Voilà, vous voyez, j'allais vous dire que vous alliez me répondre ça. Donc, effectivement, c'est la troisième question qu'on me pose toujours. On me dit qu'est-ce que vous proposez, pourquoi vous ne l'avez pas fait avant, et qu'est-ce qui prouve que vous allez le faire après? C'est les trois questions qui ouvrent le livre. Qu'est-ce qui prouve qu'on va le faire après? C'est l'objet du livre. C'est de poser un certain nombre de réformes qui me paraissent absolument indispensables à faire, qu'on ne peut plus éviter. On est au pied du mur, on a 2000 milliards de dettes. On a 80 milliards de déficit, on a maintenant un problème de consentement à l'impôt, c'est-à-dire qu'on ne peut plus utiliser l'arme fiscale. Jusqu'à présent, l'atout de la France, c'est qu'on pouvait augmenter les impôts d'un coup de baguette magique et hop, on pouvait lever des dizaines de milliards d'impôts nouveaux et venir combler les déficits. C'était reconnu d'ailleurs par les agences de notation comme étant un des points forts de la France. C'était la stabilité du régime qui faisait qu'on pouvait lever des impôts comme ça, poum. Maintenant, on est complètement aux limites de l'exercice, à tel point que moi, personnellement, je ne sais pas comment le gouvernement va réussir à lever les 12 milliards d'impôts supplémentaires sur les ménages qui sont prévus pour l'année prochaine. Il y a encore 12 milliards d'impôts prévus sur les ménages, 7% en moyenne d'augmentation de l'impôt sur le revenu, avec des millions de Français qui vont rentrer dans l'impôt. Je pense qu'on va vers quelque chose qui s'apparentera à une crise de l'impôt très grave l'année prochaine. Bon, parce que ce qu'on a vu pour l'instant n'est rien à côté de ce qu'on va voir l'année prochaine. Et d'ores et déjà, on a 12 milliards de recettes fiscales qui étaient prévues, qui ne sont pas rentrées dans le budget. 12 milliards, c'est le projet de loi de finances rectificative qu'on examine aujourd'hui. Ça veut dire qu'il manque 5 milliards de TVA, il manque 3 milliards d'impôts sur les sociétés, 3 milliards d'impôts sur le revenu. Donc des stratégies d'évitement de l'impôt. Alors, j'en viens à votre question, qu'est-ce qui vous prouve qu'on va le faire? Et bien simplement, c'est parce que on va le dire avant. Et comment vous allez réussir à le dire aux électeurs? En écrivant des livres, en faisant ce genre de conférences et en vous expliquant qu'à un moment donné, il va falloir fusionner le département et la région. À un moment donné, les formations professionnelles vont devoir être évaluées et on va devoir vérifier que dans une formation professionnelle, il y a des débouchés à la fin et puis qu'elle est remplie et qu'il n'y a pas des formations remplies qui conduisent à aucun débouché professionnel et des formations vides qui conduisent à des débouchés professionnels. Et puis qu'on orientera ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les chômeurs, vers les formations qui ont des débouchés. Et puis qu'on arrêtera de faire de la formation, j'allais dire, décorative, de développement personnel, qui n'a pas de vraie finalité en termes d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise. On a un système de formation professionnelle qui va être réformé par le gouvernement. Il faut absolument que cette réforme ne soit pas la énième réformette de la formation professionnelle. Et ainsi de suite. Il faut qu'on fasse une réforme de notre modèle social. On ne peut plus aujourd'hui dépenser autant d'argent dans des prestations sociales. Les prestations sociales augmentent plus vite que la richesse créée. Il faut faire une règle d'or qui dit qu'on ne peut redistribuer que la richesse qu'on crée. Donc il faudrait désindexer les prestations sociales, c'est ce qu'ont fait les Allemands pendant plusieurs années, en disant qu'on ne les indexe que sur la croissance, on ne les indexe plus sur l'inflation, et ainsi de suite. Il y a toute une série de réformes dont il faut qu'on parle, et qu'il faut mettre sur la table. Je vous ai parlé de la réforme du lycée, parce que c'est une des plus explosives, mais il y en a plein d'autres. L'autre jour, je me suis un petit peu fritée avec certains de mes petits camarades, parce que vous savez qu'il y a des élections sénatoriales en septembre, et du coup maintenant, à l'UMP, on n'a plus le droit de parler de la fusion département-région. Parce que, alors même qu'on est tous persuadés qu'à un moment donné, il faut le faire, qu'on avait même commencé à la faire sous Nicolas Sarkozy, puisqu'on a fait le conseiller territorial qui est en réalité la fusion, on avait fait, la fusion des élus régionaux avec les élus départementaux, un conseiller territorial qui aurait été présent à la région et au département. Pourquoi on a fait cette réforme? Parce que le vrai point de blocage sur la fusion département-région, c'est d'abord les élus qui siègent soit au conseil régional, soit au conseil général, qui ne veulent pas que leur collectivité disparaisse. Donc en fusionnant les deux, c'était la théorie du pas dans la porte,
Pour les réformes, il y a plusieurs types de réformes. Mais la théorie du pas dans la porte est une vraie... Ça marche bien. Le pied dans la porte, c'est commencer, mettre un coin dans un système qui dysfonctionne pour faire en sorte que on réduise à néant les blocages face à la réforme. Et le Conseil territorial était un pied dans la porte, très important. Évidemment, le gouvernement l'a supprimé, enfin je dis évidemment non, il aurait mieux fait de ne pas le supprimer, il l'a supprimé pour des raisons politiques. Et du coup, maintenant, on est revenu à zéro. Donc on est revenu au point de départ. On va à nouveau avoir des élections régionales, des élections cantonales, pas sur les mêmes modes de scrutin, avec des redécoupages, etc., etc. On est reparti à zéro. Là, on a une loi de décentralisation avec 4 échelons, il n'y en a pas un qui bouge. Et Bruxelles nous dit toujours, il faut absolument simplifier un échelon. Cette réforme, il faudra la faire. On ne peut pas ne pas la faire. Et justement, donc, tout au long de votre livre, vous dressez un tableau quelque peu noir quand même de la législature de M. Hollande. S'il y avait justement une réforme à réaliser, laquelle ce serait pour vous? Non, mais j'essaie d'être... je ne suis pas objective, bien sûr. Je ne veux pas dire que je suis objective. Mais j'essaie d'avoir un regard assez lucide sur Nicolas Sarkozy aussi, sur le quinquennat auquel j'ai participé aussi, sur ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. En revenant sur le passé, j'explique qu'il ne faut jamais vouloir faire la réforme cathédrale. C'est-à-dire que... souvent on dit oh, ils ont fait des réformettes. Il y a des réformes qui ouvrent des portes, voilà. Et moi je crois qu'en fait la vraie réforme, c'est comme une escalade, on escalade une montagne. En fait, on devrait être en état de réforme permanent. Dans les entreprises où vous allez travailler, vous serez en réorganisation permanente. Une entreprise, elle se réinvente tous les jours en fonction de ses marchés. Une entreprise qui ne bouge pas, est une entreprise qui petit à petit se fossilise et qui à la terme peut se retrouver avec des restructurations extrêmement dures. Une vraie organisation moderne, c'est une organisation qui se réadapte en permanence. Ce n'est pas du tout le cas de l'État français, ce n'est pas du tout le cas de notre sécurité sociale, ce n'est pas du tout le cas de notre organisation territoriale. On est dans des systèmes qui se surajoutent, qui se superposent. On n'arrive pas du tout à mettre la réforme comme un mouvement perpétuel. Moi, je ne crois pas à la réforme cathédrale, je le dis tout de suite. La réforme cathédrale, c'est la réforme parfaite dans laquelle il y a tout. Quand j'ai fait la réforme de l'université, on m'a dit « Ah ouais, ça va pas du tout assez loin, il faudrait faire la sélection à l'entrée, il faudrait mettre des droits d'inscription, il faudrait passer directement au modèle anglo-saxon. » Enfin, une partie de la droite était très défavorable, elle voulait aller beaucoup plus loin dans la réforme. Ça n'aurait conduit qu'à une seule chose, c'est à faire tout exploser. Donc une réforme, c'est un élastique que vous tirez, comme ça, et il faut planter le piolet le plus haut possible pour monter la montagne. Voilà. Et vous plantez le piolet. Si jamais ça craque, il vous explose la figure et c'est fini. Vous repartez au point de zéro. Mais si vous avez réussi à bien tirer l'élastique très loin et à planter le piolet, après, vous pouvez vous appuyer sur le piolet pour faire l'étape d'après. Et gravir la montagne. Alors évidemment, le problème, c'est que s'il y a une alternance politique entre le moment où vous avez planté le premier piolet et le moment où vous voulez planter le deuxième, vous risquez aussi de redémarrer à zéro, vous voyez. On pourrait en faire un jeu vidéo, en fait, j'avais pas réfléchi, mais enfin, on serait souvent revenu en bas de la montagne, plus souvent qu'on aurait réussi à gravir la montagne en entier. Mais sur François Hollande, oui, le problème, c'est que je suis sévère parce qu'il a tout détricoté. J'ai fait la TVA anti-délocalisation pour essayer de baisser les charges sur le travail. Il l'a enlevé pour faire un crédit impôt compétitivité des entreprises qui n'est toujours pas encore rentré en vigueur, vraiment. Donc on a perdu 2 ans. Donc oui, je suis sévère. Sur la loi autonomie des universités, il a voulu acheter la paix sociale en remettant des syndicalistes partout dans les conseils d'administration et en supprimant l'évaluation indépendante parce que, et je cite ma successeur, les évaluations n'étaient pas assez bonnes. Bon, si on fait de l'évaluation indépendante pour qu'elle soit bonne, bon, là, autant ne pas faire d'évaluation du tout. Bon, voilà, enfin, et ainsi de suite. Moi, quand j'entends toujours ma successeur dire que dans les projets d'initiative d'excellence de Nicolas Sarkozy, il y a un mot qui la gêne, c'est excellence, je me dis qu'effectivement, il y a la droite et il y a la gauche, quoi. Mais, enfin bon, en tout cas, moi, je ne fais pas une politique universitaire ou de recherche pour qu'on soit médiocre. Mais alors justement, vous parlez du clivage gauche-droite, mais vous ne pensez pas que les Français aujourd'hui veulent entendre un autre discours politique, un discours d'union de la gauche et de la droite qui... Moi, je pense surtout qu'ils aimeraient bien que la gauche prenne le virage social-démocrate, qu'ils attendent depuis longtemps, et je pense qu'ils ont fait une erreur. Enfin, moi, alors après,
c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je pense que si François Hollande avait fait en matière économique et sociale ce que Manuel Valls a essayé de faire en matière de sécurité, c'est-à-dire faire une politique, essayer de faire une politique de droite en disant qu'on est de gauche, je pense que ça aurait finalement très bien marché. Je pense qu'en réalité, c'était ça dont la France avait besoin, c'est-à-dire de poursuivre les réformes. Voilà. Vous ne pensez pas que vous pouvez vous inspirer des idées de la gauche? Lesquelles? Moi, j'ai vu Jean-Marc Ayrault il y a 2 jours sur la réforme fiscale, donc j'ai fait partie de la concertation. Et quand je suis allée le voir, je lui ai dit, Monsieur le Premier, parce que c'était confus, il nous recevait sur la remise à plat fiscale. Et moi, j'avais compris que la remise à plat fiscale, c'était la fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG. Parce que j'avais lu ça dans les journaux. Hein. Donc on arrive avec Gilles Carrez, président de la commission des finances, tous les deux, puis avec les autres présidents des commissions des finances, du Sénat, commission des affaires sociales, et puis moi je pose, et le Premier ministre nous fait un grand discours en disant tout est sur la table, tout est ouvert. La fiscalité des personnes, la fiscalité des collectivités locales, la fiscalité des entreprises et le financement de la sécurité sociale. Alors, ça faisait beaucoup, quoi. Alors, je leur ai dit, mais j'ai dit au Premier ministre, mais au fond, c'est quoi l'objectif que vous poursuivez avec cette réforme? C'est un objectif de justice. Justice, c'est votre mot, hein, justice, donc de transfert de fiscalité d'un contribuable vers un autre contribuable, mais alors à ce moment-là, lesquels? Les pauvres vers les riches, les petites entreprises vers les grosses, enfin, est-ce qu'il y a un objectif de transfert de charges fiscales? Donc, est-ce que c'est ça votre objectif? Ou est-ce que, c'est ce qu'avait dit Sapin, il avait dit il faut une CSG progressive. CSG progressive, ça veut dire en fait on paye moins de CSG quand on est pauvre et on en paye plus quand on est riche. Donc du coup, c'était effectivement un transfert d'impôts encore des salariés les plus modestes vers les classes moyennes supérieures, sachant déjà que 70% de l'impôt sur le revenu est payé par les 10% de revenus supérieurs et que en mettant dans l'impôt sur le revenu tous les revenus de l'épargne qui jusqu'à présent était taxée au forfait, on a considérablement accru la progressivité de l'impôt sur le revenu ces dernières années. On n'a pas les nouvelles statistiques, mais je pense qu'on a encore accru, je pense qu'on doit être à 80% du produit de l'impôt sur le revenu payé par les 10% de revenus supérieurs. Donc on a vraiment beaucoup accru la progressivité de l'impôt. Bon. Je vais dire, est-ce que c'est ça votre objectif? Ou est-ce que votre objectif, c'est la compétitivité, la croissance et la création d'emplois? Donc, par exemple, harmoniser la fiscalité des entreprises entre la France et l'Allemagne, pour avoir une entreprise plus compétitive. Je n'ai pas eu de réponse. Ensuite, je lui ai demandé si il était favorable ou pas favorable à la familialisation de l'impôt, parce que est-ce qu'on allait garder le quotient familial ou pas? Pas eu de réponse. Et puis à la fin, je lui ai dit, mais est-ce que vous avez conscience que si vous fusionnez l'impôt sur le revenu et la CSG, il peut y avoir potentiellement 10 millions de perdants? Parce que, en fait, avec François Baroin, on avait envisagé la fusion de l'impôt sur le revenu et la CSG. C'est drôle, pour vous dire qu'effectivement, les réformes ne sont pas forcément de droite ou de gauche. Mais sauf que nous, on l'avait envisagé pas du tout pour la même raison que eux. Quand Michel Sapin dit « moi je fais la fusion CSG hier pour rendre l'impôt plus juste et pour faire payer plus classe moyenne supérieure », nous, on n'avait pas du tout dit ça. Nous, on voulait fusionner, pour une autre raison qui n'avait rien à voir, on voulait fusionner pour faire des économies de collecte. Parce qu'il y a l'URSSAF qui collecte la CSG et il y a les impôts qui collectent l'impôt sur le revenu. Et donc, si on fusionne les deux, on peut fusionner les deux administrations et avoir moins de fonctionnaires. Vous voyez, donc vous voyez comme quoi la même réforme peut être portée avec des philosophies radicalement différentes. Vous voyez, bon. Donc nous, on avait pensé ça. On s'est dit, dans tous les autres pays, il n'y a qu'une seule administration des impôts, c'est quand même un peu bête, en France on en est deux, bon, si on veut faire des économies, il faut. Donc on avait regardé. Et c'est quand on a regardé qu'on s'est aperçu que fusionner les deux, ça conduisait potentiellement à 10 millions de perdants. Parce qu'il y a des abattements de CSG pour les retraités, parce qu'il y a une prime pour l'emploi pour les travailleurs pauvres à l'impôt sur le revenu, parce qu'il y a plein de niches fiscales, parce qu'il y a le quotient conjugal, le quotient familial à l'impôt sur le revenu, qu'à la CSG il n'existe pas, donc si on le supprime, les familles perdent. Puis si on ne le supprime pas, c'est les célibataires qui repayeront. Alors vous êtes encore célibataire, vous ne gagnez pas encore votre vie, mais le jour où vous la gagnerez, et tant que vous serez célibataire, vous apercevrez que les célibataires sont les grands perdants du système fiscal français. C'est eux qui payent des impôts absolument dingues par rapport aux familles. Voilà. Donc, enfin bref, tout ça pour vous dire qu'il y a 10 millions de perdants potentiels. Alors je lui ai dit ça, je lui ai dit mais comment vous faites, comment vous appréhendez cette question? Et là il m'a répondu, mais vous savez, la fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de notre future réforme. Voilà. Donc je
je ne sais pas encore quelle est la réforme portée par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Alors justement, on a parlé du rapport un petit peu entre la droite et la gauche, et c'est vrai que vous qui êtes une gaulliste, une chiracienne pure souche, finalement vous venez d'une droite qui a toujours refusé une alliance avec le Front National, et or selon un sondage qui a fait couler beaucoup d'encre récemment, 60% des militants UMP souhaiteraient un rapprochement avec le Front National. Alors qu'est-ce que vous pensez justement de un sondage? Le vrai sujet, le sujet, c'est qu'à un moment, il faut que les Français lisent le programme du Front National. Enfin, je veux dire, c'est un vrai problème. En réalité, beaucoup de Français se disent, on a essayé la droite, ça n'a pas marché, on essaye la gauche, ça ne marche pas non plus, donc on va essayer autre chose. Finalement, c'est ça le raisonnement basique pour voter Front National. Avec en plus l'idée que le Front National, finalement, c'est, pour certains, j'entends, ce serait quelque chose d'un peu plus radical, d'un peu plus qui ose plus, qui va plus loin. La vérité, c'est que si vous regardez le programme du Front National, c'est le programme de Mélenchon en matière économique. C'est le même. C'est la nationalisation des entreprises en difficulté, la retraite à 60 ans, la hausse du SMIC de 400 €. C'est le programme du Front de gauche, c'est le même. Fermeture des frontières, la sortie de l'euro. Bon. Et donc, en fait, c'est un programme populiste. Donc, le Front National n'a pas un programme de droite du tout. On n'est pas du tout sur les mêmes valeurs, on n'est pas sur les valeurs européennes, les valeurs, j'allais dire, d'un libéralisme régulé, on n'est pas du tout sur une logique pro-entreprise. On est sur une logique d'autarcie, de dirigisme, et vraiment, vraiment un programme qui est totalement irréaliste. Est-ce que vous comprenez que certains de vos militants partagent ces idées? Ces idées-là? Puisque là, le sondage dit que 60% des militants aimeraient un rapprochement avec le Front National. C'est pas ça qu'ils entendent, les militants, par rapprochement avec le Front National. Ce qu'ils entendent, c'est on veut regagner. Les militants, ils veulent gagner. Donc ils se disent, il y a un parti qui est à 15%, 20%, et puis il y a l'UMP qui est, mettons, à 30%. Si on fait 20 plus 30, ça fait 50%, et les socialistes vous avez bien réussi à gagner tout seul. Alors c'est ça le sujet, c'est il faut les convaincre que je pense qu'on ne, d'abord, on ne gagne pas contre ses propres valeurs. Premièrement, on a des valeurs. Nous, à la droite, c'est pas les mêmes que celles de l'extrême droite, on n'a pas la même histoire, on vient pas du même. Moi, je suis gaulliste, je suis désolée, l'extrême droite, ils ont tiré contre ils ont tiré sur le général de Gaulle. Enfin, je veux dire, à un moment, on n'a pas la même histoire, on n'a pas les mêmes valeurs. Et puis surtout, on n'a pas du tout le même projet. Du tout, du tout. En réalité, l'extrême droite devrait être classée en dehors de l'échiquier politique, elle n'est pas à la droite de la droite, elle est ailleurs. Donc ça, c'est la première chose. Donc on ne gagne pas contre ces valeurs. Et deuxièmement, la vraie force d'alternance, c'est nous. Alors comment est-ce que... parce qu'il y a une vraie alliance objective entre le Parti Socialiste et le Front National pour faire perdre ceux qui portent le projet d'alternance, qui est la droite modérée républicaine. Depuis toujours, depuis Mitterrand, depuis les années 80. En réalité, pourquoi François Hollande veut mettre de la proportionnelle? Pourquoi François Hollande a remis les élections régionales à la proportionnelle encore? Et parce que dès que le FN passe la barre de 10, il prend 10% des voix. Et c'est 10% des voix qui n'iront pas aux adversaires du PS, puisqu'on est en triangulaire. Donc pour garder le pouvoir, le PS aide le Front National à monter. Donc il y a une alliance objective entre le PS et le Front National. D'ailleurs, pourquoi François Hollande a gagné? En partie parce que Marine Le Pen a appelé à voter contre Nicolas Sarkozy. Donc il y a une vraie alliance objective entre le FN et le PS depuis toujours. Mais au sein même de votre parti, il y a des politiques qui utilisent la montée en puissance du Front National. Par exemple, François Fillon, qui effectue depuis quelques mois un virage à droite. Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie? C'est pas une stratégie, il l'a dit, il a prononcé une parole maladroite et il a dit qu'il jamais il n'appellerait à voter Front National. Moi je le crois, je veux dire, tout son parcours est un parcours de gaulliste historique. Ce qu'il veut, c'est parler aux électeurs du Front National. Et je pense qu'il faut parler aux électeurs du Front National en leur disant ne votez pas Front National, c'est une voie perdue. Si votre objectif c'est l'alternance, vous votez UMP. Vous votez UMP, il ne faut pas voter Front. Alors, vous parlez également dans votre livre, par exemple, d'une certaine crise de confiance qui a lieu en France en ce moment, avec tous les scandales financiers, l'affaire Cahuzac par exemple, ou même le taux d'abstention assez fort lors des élections présidentielles. Comment sortir de cette crise de confiance concrètement? Alors c'est vrai qu'il y a une question d'exemplarité des politiques, et de ce point de vue, il faut
que tous les partis balayent devant leur porte, parce qu'on a tous malheureusement notre lot quotidien de politique qui n'inspire plus confiance aux Français. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est pas très réjouissant et ça ne donne pas énormément confiance en la politique. Je pense qu'en réalité, il y a en politique un certain nombre de personnalités qui sont très sincères et très engagées et qui font de la politique de manière désintéressée parce qu'ils ont vraiment envie de sortir leur pays de la crise. Et je pense qu'à l'UMP, il y a toute une brochette de quadragénaires qui est dans cette situation-là et qui a vraiment envie aujourd'hui de se mobiliser. Alors est-ce qu'on arrivera à gagner la confiance des Français? Je ne sais pas. Il faut qu'on résolve notre problème de leadership aussi à droite. Et ça, pour moi, plus les primaires de l'UMP se dérouleront rapidement, et mieux ce sera, parce qu'on a un vrai problème de leadership aussi. Donc vous avez été ministre de l'Enseignement supérieur de 2007 à 2010. On a parlé de la réforme sur l'autonomie des universités. Depuis quelques jours, il y a une polémique sur les classes prépa concernant la rémunération des enseignants et on parle à long terme d'une suppression des classes prépa. Vous avez vous-même effectué 2 années de classe préparatoire. Une année. À l'époque, c'était une. Au lycée Sainte-Geneviève. Donc vous connaissez le système. Quel est votre avis sur cette polémique et sur le système des classes préparatoires? Le vrai sujet, c'est qu'on soupçonnerait moins le gouvernement d'arrière-pensée s'il ne donnait pas le sentiment qu'effectivement il essaye de dissoudre les grandes écoles dans l'université. Il y a toujours cette peur. Je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement n'affiche pas une politique scolaire lisible. La réforme des rythmes scolaires, c'est une réforme qui n'est pas lisible. On ne comprend pas en quoi la réforme des rythmes scolaires va vraiment améliorer le niveau de l'école. On ne comprend pas bien. De même, il n'y a pas une vraie vision de ce qu'on veut faire du lycée. Il n'y a pas une vraie vision de ce qu'on veut faire de l'université. Donc du coup, comme il n'y a pas de vraie vision, à chaque fois qu'on touche à quelque chose, il y a le soupçon qu'on veut le détruire. Sur les classes prépa, il y a toujours eu un antagonisme de la gauche assez fort vis-à-vis du système élitiste des classes prépa. Donc je comprends que les professeurs se mobilisent et se disent au secours, pourquoi c'est nous qu'on attaque? En réalité, qu'on puisse réorganiser les classes prépa, oui, mais encore faudrait-il qu'on réaffirme en même temps l'idée qu'on ne va pas casser ce qui marche, on profite de ce qui ne marche pas. Et le gouvernement ne donne pas ces assurances-là. Donc je comprends que les professeurs de classe prépa soient stressés. Moi je dis à Vincent Payon, franchement, tout a commencé avec la réforme des rythmes scolaires, parce que la réforme des rythmes scolaires est une réforme profondément injuste. Moi je me suis battue pour que les écoles de Vélizy-Villacoublay, qui est une des villes de ma circonscription, restent aux 4 jours et demi. Quand Darco s'est passé à la semaine de 4 jours. Pourquoi? Parce qu'à Vélizy, c'est une ville très riche, il y a plein d'entreprises, plein de taxes professionnelles, et donc Vélizy proposait énormément d'activités périscolaires à tous les enfants. Donc les enfants de familles très modestes pouvaient avoir des activités périscolaires très riches. Mais ça, c'est le cas d'une ville où il y a 40 000 salariés qui viennent tous les jours et le plus grand centre commercial de la banlieue ouest. C'est pas le cas de Trappes ou d'un petit village du sud d'Yvelines. Vous voyez, de la queue en Yvelines. Donc le petit village, il ne pourra pas faire venir des animateurs 3/4 d'heure par jour l'après-midi pour s'occuper des élèves. Pourquoi je vous parle de la réforme des rythmes scolaires? Cette réforme va coûter énormément d'argent. Elle va coûter énormément d'argent aux communes, elle va coûter énormément d'argent aux parents, parce que quand les communes n'arrivent pas à payer, elles font payer les parents. Elle va mobiliser toute l'énergie des enseignants pour réorganiser le primaire. Et au bout du bout, est-ce qu'à la fin, ça va améliorer d'un iota l'apprentissage des fondamentaux à l'école? Moi, je ne suis pas certaine. En plus, on le fait en supprimant les évaluations de CE1 et de CM1, qui sont des indicateurs qu'on avait mis pour vérifier que les enfants savaient lire, écrire et compter, pour pouvoir faire de la remédiation en CE2 et en CM2, pour essayer qu'en 6e, les enfants sachent lire, écrire et compter. Donc tout ça donne le sentiment qu'en réalité, il y a une espèce de flou sur les intentions du ministre de l'Éducation vis-à-vis des élèves, vis-à-vis de l'exigence d'améliorer le niveau, etc. Donc, du coup, ça crée un sentiment que voilà, l'excellence n'est pas l'objectif, la qualité des résultats n'est pas l'objectif, et qu'on s'agite beaucoup, mais qu'on dépense beaucoup d'énergie sur des réformes dont on ne voit pas bien le sens. Et je pense que c'est le problème sur les classes prépa. Vous dénoncez cette réforme, et selon vous, quelle est la réforme à faire en matière d'éducation? Puisqu'aujourd'hui, la France souffre d'un manque d'attractivité. Vous dites dans votre livre que vous voulez attirer les meilleurs étudiants étrangers, mais comment faire selon vous? Il faut poursuivre. Moi, je pense qu'il fallait
si on prend l'enseignement supérieur, il faut poursuivre dans la voie de l'autonomie. Il faut poursuivre dans la voie de l'autonomie, mais l'autonomie, ça veut dire aussi le projet d'établissement. On ne peut pas forcer les universités à se marier. En ce moment, on est en train de forcer les universités à se marier, comme on force les communes à se marier en intercommunalité forcée. Ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est totalement une vision administrative, c'est une vision étatique, ça ne marche pas comme ça. C'est des enseignants, des équipes pédagogiques qui décident ou pas de se marier. Quand le SCP a décidé d'aller avec Paris 1 Sorbonne, c'était pas forcément évident, c'était pas forcément logique, mais c'était leur projet. Et à partir du moment où c'est leur projet et qu'ils font ça avec les arts et métiers, vous faites ça avec les arts et métiers. Il y a l'ENSI, il y a l'EXAM, il y a le CNAM. Voilà, avec donc, des sciences humaines, des écoles d'ingénieurs et le SCP, vous avez fait votre projet, votre complémentarité, vous l'avez fait ensemble, et de toute façon, c'est ensemble que vous trouverez votre cohérence et vos voies d'excellence. Mais je pense que la voie du succès, c'est l'autonomie. Et l'autonomie, ça veut dire chacun porte un projet et est responsable de son projet, qui ensuite est évalué, qui ensuite passe devant des jurys internationaux, etc. C'est comme ça que je conçois l'avenir de l'enseignement supérieur. Là, on nous a remis dans une loi où tout le monde est obligé de se marier avec tout le monde est obligé de faire des usines à gaz, pardon, des usines à gaz, mais clairement, en quelque sorte, est cohérent avec lui-même. Mais on fait des usines à gaz de communautés d'universités, dans lesquelles on va mettre des personnalités morales, dans lesquelles on va mettre des syndicalistes, des étudiants. Enfin, on force tout le monde à rentrer dans le même moule. C'est pas ça la vie. Voilà. Et donc je pense qu'il faut laisser les gens faire ce qu'ils ont envie profondément de faire et mettre en place des projets. Vous êtes sûr qu'ils ont envie que les universités ont envie d'une autonomie plus poussée? Pas toutes, mais celles qui n'ont pas envie, mais ils ne voient pas pourquoi on les forcerait. Le problème aujourd'hui, si vous voulez, c'est ça le sujet. C'est que on est dans une logique, enfin la France, on est dans une logique où tout le monde devrait avancer au même rythme, tout le monde devrait faire la même chose, et tout le monde devrait être pareil. Mais ça ne marche pas. Et vous le savez bien, pourquoi vous êtes ici à l'ESCP Europe, et pourquoi vous n'êtes pas à l'université de X, votre ville d'origine où vous avez grandi. Parce que vous avez pensé que c'était mieux de venir à l'ESCP Europe, vous avez fait un choix, et vous avez fait ce choix en regardant un certain nombre d'évaluations. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrête de me dire que toutes les universités se valent et qu'on arrête de me dire que l'université française est à une seule vitesse. Elle est à plusieurs vitesses. Simplement, si on ne veut pas que les hiérarchies universitaires restent les mêmes pendant 2 siècles, parce que c'était ça le sujet, c'était Paris et le désert français, eh ben, il faut donner l'autonomie et il faut donner des moyens à ceux qui ont l'esprit d'initiative. Et ce que nous, on avait fait avec l'enseignement supérieur, c'était permettre à la province, qui a bougé beaucoup plus vite que Paris, de créer et d'innover de manière spectaculaire. Strasbourg, ils ont fusionné tout, ils ont fait une université unique. Aix-Marseille, enfin ils se sont mariés, ils ont fait une université unique, ils ont bougé. Bordeaux, ils sont en train d'essayer de faire une université unique. C'est compliqué, parce que les sciences humaines ne veulent pas rentrer dedans, etc. Mais chacun a pensé, la Lorraine, Metz et Nancy, qui se battaient depuis des siècles, ont fusionné. Pourquoi ils ont fusionné? Parce que de l'autre côté de la frontière, le Luxembourg venait de créer une université qui venait concurrencer, qui venait prendre tous les petits lords et qui venait les chahuter. C'est ça l'autonomie. L'autonomie, c'est l'Université de Lorraine, l'Université d'Aix-Marseille, l'Université de Strasbourg qui se disent, nous, on peut faire aussi bien que la Sorbonne et on peut faire aussi bien demain, on peut être aussi bonne. Toulouse, sciences économiques, tout ça, c'était une dynamique que l'autonomie permettait, à condition évidemment qu'on accepte aussi de différencier les moyens, qu'on ne donne pas les moyens toujours de la même façon, toujours aux mêmes, etc. Ce qui est très frappant aussi dans le système français, c'est que quand vous attirez plus d'étudiants, vous n'avez pas plus de moyens. Parce que vos moyens, ils sont décidés avec des espèces de logiciels qui ne permettent pas du tout de calibrer l'argent à la performance, et ainsi de suite. Donc l'autonomie, pour moi, est une vraie valeur qui permet la créativité, mais elle doit s'accompagner évidemment d'un financement à la performance. Et c'est comme ça qu'on permettra aux universités de faire des choses. Moi, j'ai libéralisé tous les doubles diplômes. J'ai libéralisé ce qu'on appelle les formations à prérequis, c'est-à-dire la possibilité pour les universités de présélectionner un certain nombre d'étudiants. Je ne le regrette pas. Je veux dire, on ne peut pas donner aux grandes écoles l'outil de la sélection et refuser aux universités la possibilité de présélectionner certains étudiants pour certaines filières. C'est impossible. C'est mettre les gens en situation d'inégalité, vous voyez. Voilà. Alors, Mme Pécresse, si vous le voulez bien, maintenant on va passer à quelque chose de plus léger. On voudrait faire un petit portrait chinois. Alors, c'est là que je laisse commencer. Madame Pécresse, si vous étiez une réforme de droite, laquelle seriez-vous?
une réforme de droite qu'on a faite ou qu'on n'a pas faite? La réforme qu'on n'a pas faite et qu'on devrait faire, l'assouplissement du temps de travail par accord d'entreprise, qu'on puisse travailler 32 heures, 35 heures ou 39 heures en fonction des besoins de l'entreprise. Vous pensez que vous serez capable de la mettre en œuvre Ah ben, à un moment donné, il va bien falloir y arriver, hein, parce que, moi je reviens de Chine, il faut leur expliquer. Hein. Moi, quand je suis en Chine, je dis jamais du mal de mon pays, mais justifier les 35 heures, c'est quand même quelque chose que j'ai du mal à faire. Non, mais ce que je justifie pas, c'est l'idée qu'on puisse rationner le travail pour certains qui ont envie de travailler plus, parce qu'en fait, c'est ça le sujet. C'est le rationnement. Dans un pays comme la Chine où les types travaillent la nuit, où tout est ouvert, le samedi, le dimanche, tout le temps, l'idée même qu'on puisse rationner le travail, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre. Si vous étiez une réforme de gauche, Une réforme de gauche que j'aime bien. L'abolition de la peine de mort. Si vous étiez maintenant François Hollande. Si j'étais François Hollande, je devrais faire quoi? C'est la question. Si j'étais François Hollande, moi je ferais comme Mitterrand en 83, je mettrais Manuel Valls Premier ministre et je lui dirais maintenant, allez, fais-moi une vraie politique de droite. Et juste. si vous étiez Juste. en 2017, C'est forcément juste par construction. si vous étiez en 2017, Si j'étais en 2017, bah, j'aimerais une droite qui porte profondément l'idée de réforme, qui ne soit pas dans la conquête du pouvoir en promettant des choses qu'elle sait ne pas être bonnes pour le pays, uniquement pour gagner le pouvoir. Et c'était tout l'objet du livre. C'est vraiment, voilà, le sujet aujourd'hui, c'est comment on sort de la crise, comment on travaille un peu plus, on dépense un peu moins, et comment on résout nos problèmes de chômage, d'emploi. Donc c'est ça le sujet, c'est comment on produit en France et comment on crée de l'emploi en France. Mais si on y va en faisant un programme démagogique, on gagnera peut-être, hein, mais après ce sera très compliqué parce que la vérité c'est qu'il faut qu'on fasse les réformes que tous les autres pays ont faites. La Suède, le Canada, l'Allemagne ont été en quasi-faillite et ils ont fait les réformes. On sait tous quelles réformes il faut faire et elles sont en fait ni de droite ni de gauche parce qu'en Allemagne, c'est des gens de gauche qui les ont faites en partie, en Suède aussi, en Australie aussi, au Canada aussi. Voilà. d'accord. Bon, merci beaucoup en tout cas pour avoir répondu à nos questions. Je pense que du coup on va passer aux questions du public. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. Il y a plusieurs questions qui reviennent sur Twitter, notamment sur le sujet du Front National. Et une question qui revient à plusieurs reprises, c'est dans le cas d'un duel PS Front National au municipal, pour qui appelleriez-vous à voter? Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. L'UMP sera au deuxième tour partout. Et moi, ce que je demanderais à l'UMP, c'est de ne pas se retirer. Parce que le sujet, c'est celui-là au municipal. C'est d'avoir une UMP qui reste au deuxième tour, quoi qu'il arrive, y compris si elle est derrière. Parce qu'on aura forcément 10% des exprimés. Enfin, je veux dire, on ne peut pas imaginer une municipale où l'UMP, l'UDI, l'UMP, c'est la droite républicaine fasse moins des 10% des exprimés. Ça n'existe pas. Donc, il faut que la droite républicaine reste en triangulaire, quoi qu'il arrive, il faut voter UMP. Oui. Peut-être même Modem, s'ils sont gentils. Enfin, il faudrait quand même qu'ils disent qu'ils se sentent plus proches de la droite que de la gauche. Une question? Oui, bonsoir. Ne pensez-vous pas que l'une des raisons pour lesquelles il y a un désaveu des électeurs et des Français vis-à-vis de la communauté politique, de la grande famille politique, c'est le fait qu'il y a une véritable cloison au jour d'aujourd'hui, indéboulonnable entre la politique ou les politiques et la société civile? Alors, c'est vraiment lié au fonctionnement de nos institutions. Parce que par exemple, vous voyez, moi je vous parle de manière très libre, mais si j'en avais le pouvoir, je serais bien partie il y a 1 ou 2 ans dans l'entreprise, maintenant que je suis dans l'opposition, pour revenir ensuite, forte d'une expérience qui m'aurait un peu changé des idées, forte
de nouvelles expériences professionnelles. C'est juste impossible dans notre système politique. On ne peut pas faire d'aller-retour entre le public et le privé. C'est impossible. Si vous lâchez la politique, c'est définitif. Il n'y a pas de point de retour possible. Donc du coup, c'est vrai qu'une carrière politique est une carrière qui du coup, vous enferme dans un... Pardon mademoiselle, je ne vois plus la personne qui pose la question. Qui vous enferme dans une forme de métier politique. Et moi j'en conçois tout à fait les limites, et je vous assure que c'est plus subi que voulu. En tout cas par une partie de la classe politique qui, elle, se sentirait très à l'aise, au contraire, à faire des allers-retours entre le public et le privé. En même temps, c'est vrai qu'on a souffert par le passé d'avoir des politiques qui soient profondément marquées par la culture de la fonction publique. Bon, moi j'ai fait l'école de commerce, et c'est vrai que j'ai le sentiment que c'est là où j'ai le plus appris, sans aucune démagogie, c'est là où j'ai le plus appris dans ma vie. J'ai appris qu'un sou était un sou, j'ai appris que quand on avait 1 euro, il fallait dépenser 80 centimes et se désendetter de 20 centimes, ou économiser 20 centimes, voire plus tard investir 20 centimes. J'ai appris des notions de base qu'on aimerait bien effectivement pouvoir inculquer, j'allais dire de manière plus générale, à toute la classe politique. Et vous parliez de réformes, quelles seraient justement les réformes qui permettraient de modifier cette société très étatique finalement? Il y a une réforme sur la fonction publique. Moi, vraiment, à un moment donné, il faut qu'on se mette dans l'état d'esprit de recruter dans la fonction publique des gens sous contrat de 5 ans, de 8 ans, de 10 ans. Alors je sais qu'on va nous dire « Ah là là, mais les missions régaliennes de l'État ». Bah écoutez, la mission la plus régalienne de l'État, c'est la défense. Vous êtes bien d'accord? On peut se faire tuer. Quand on s'engage comme soldat, ou quand on s'engage dans l'armée française, on peut se faire tuer pour son pays. Il n'y a pas de mission plus régalienne. On envoie en Afghanistan des soldats qui sont sous contrat de 5 ans, de 8 ans, et qui peuvent se faire tuer pour la France. Donc on ne va pas me dire qu'on ne pourrait pas recruter des profs pour 5 ans, 8 ans, des infirmières ou des administrateurs pour 5 ans, 8 ans. Moi je suis pour qu'on commence à aérer la fonction publique, et qu'à côté des recrutements sur concours, on ait plus de recrutements sur contrat. Je pense que vraiment, il y a besoin aujourd'hui de faire cette aération. Alors le vrai problème, c'est que les salaires des cadres du privé sont supérieurs aux salaires des cadres de la fonction publique. Mais bon, en même temps, il y a une forme de stabilité de l'emploi dans la fonction publique qui est aussi assez rassurante. Moi, je pense vraiment que ça passera par là. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on essaye de mixer les cultures. Mais ça passera aussi par l'ouverture des conseils d'administration des universités au privé, par la fin de ces cloisons étanches. Moi, j'étais très très frappée quand j'étais ministre des universités de voir l'espèce de peur panique de certains universitaires du monde de l'entreprise et la méconnaissance absolue du monde de l'entreprise du secteur des universités. Quand je leur disais qu'il faut que vous alliez recruter des diplômés de l'université en sciences humaines, j'ai l'impression que je leur parlais chinois. Or, un jeune qui a un bac plus 5 en archéologie, en Angleterre, il peut faire de la banque d'affaires. En France, on considère que c'est juste pas possible. Alors, c'est vraiment parce qu'on a des œillères, c'est parce qu'il y a des mondes qui vivent séparés dans la France d'aujourd'hui. Et ça, cette France cloisonnée, il faudrait vraiment abattre le cloison. Bonsoir madame. Ici. Vous avez parlé des réformes tout à l'heure, et je fais partie des gens qui sont d'accord avec vous, mais il y a aussi les valeurs, et l'UMP est une famille politique qui ressemble plusieurs familles à droite, les libéraux, les bonapartistes, les gaullistes auxquels vous appartenez. Et j'ai l'impression que les militants de l'UMP ont des valeurs qui se distancent de plus en plus entre ceux qui vont être dans l'économie de marché, les libéraux ouverts sur le monde, sur les autres, et une droite à l'UMP qui se renferme plutôt, qui peut être tentée parfois par une alliance avec le Front National, même si vous en avez expliqué que certaines raisons sont purement politiques. Mais on sent qu'il y a un corpus de valeurs qui se distance de plus en plus. Alors comment faire pour déjà éviter l'implosion, enfin continuer à maintenir l'union au sein du parti de droite majoritaire et faire en sorte de faire un programme qui rassemble et qui puisse permettre de gagner en 2017? De toute façon, l'union des droites, ça a toujours été quelque chose d'assez complexe à faire pour nous, parce que, en réalité, il y a toujours eu vraiment ces sensibilités très différentes. En général, nous, on règle le problème par le leadership. C'est-à-dire qu'il arrive un chef qu'on se désigne, et le chef fait la synthèse.
Et il fait la synthèse entre, effectivement, la sensibilité plus sociale, la sensibilité plus libérale et la sensibilité plus, j'allais dire, autoritaire, nationale. Et en fait, en général, on y arrive, et assez bien, mais par le biais du chef. Là, aujourd'hui, le problème est un problème de leadership. La crise qu'on a ouverte avec l'élection du président de l'UMP n'est pas refermée, les cicatrices ne sont pas refermées, les plaies ne sont pas refermées, puis la question de notre candidat à la présidentielle est dans toutes les têtes. Et donc, en réalité, c'est la recherche de ce candidat à la présidentielle qui focalise tous les commentaires et puis même tous les espoirs des électeurs des attentes des électeurs de la droite. Donc, on est vraiment complètement sur cette primaire. Et alors évidemment, la primaire étant prévue pour 2016, du coup, il y a une espèce de vacance du pouvoir, même si on a un président à l'UMP, vous voyez, voilà, une espèce de vide. Donc ça, c'est la première chose. La vérité, c'est que je pense que, contrairement à ce qu'on dit, il y a beaucoup plus de choses qui nous rassemblent à l'UMP qu'au PS, par exemple. Moi, je vois la gauche aujourd'hui, et je vois vraiment deux gauches. Alors là, pour le coup, deux gauches. Une gauche qui est bien représentée au gouvernement, qui est une gauche qui aimerait être social-démocrate, qui aimerait faire de la compétitivité, qui aimerait faire des réformes de structure, qui aimerait baisser la dépense. Quand j'entends mon successeur Bernard Cazeneuve dire il va falloir baisser les impôts, il va falloir baisser la dépense, bon, parole que j'aurais pu prononcer à sa place. Voilà, donc il y a au gouvernement, dans le gouvernement socialiste, un certain nombre de ministres qui ont la tentation social-démocrate, la tentation de la réforme, la tentation... voilà. Et puis, il y a au gouvernement un peu, et au Parlement beaucoup, une gauche qui est, elle, totalement antilibérale, totalement pro-dépense, et qui, elle, ne raisonne pas du tout comme ça. Qui, en général, qui ne connaît pas bien le secteur privé, qui, en général, a travaillé toujours dans la sphère publique, parapublique ou politique, et qui connaît mal aussi le reste du monde, et qui est très idéologue, qui a fait de la politique depuis qu'il est tout petit. Voilà. Et du coup, je pense que le clivage est beaucoup plus à gauche qu'à droite. Je pense qu'à droite, le problème, c'est du problème de leadership plus que de ligne politique. Et je pense que d'ailleurs, une partie des gens qui disent qu'il faut se rapprocher du Front National, c'est aussi parce que le Front National, lui, affiche clairement un leadership, une direction. Vous voyez, donc je pense que derrière, il y a cette demande de leadership. Et je ne pense pas que sur la ligne politique, en réalité, on aura tant de mal que ça à se retrouver. Parce qu'on s'est toujours retrouvé. Il y a toujours eu une alliance entre les bonapartistes, les libéraux et les centristes. Toujours, à la fin de la fin. Et on a réussi toujours à mettre dans nos projets une touche de générosité, une touche de liberté et une touche d'autorité. Voilà. C'est ça le cocktail gagnant de la droite. Simplement, après, il faut qu'elle s'incarne. Alors, un des avantages quand même de la droite, sans nous envoyer des fleurs, c'est qu'il y a une génération de jeunes ministres quadragénaires qui peuvent aujourd'hui, qui sont crédibles pour gouverner la France, et pour prendre un certain nombre de grands ministères. Et ça peut se révéler un avantage, une fois qu'on aura créé la dynamique de groupe. Bonsoir madame. Moi j'ai une question, je voudrais savoir si vous pensez que le président de la République sera contraint de dissoudre l'Assemblée nationale d'ici la fin de son quinquennat, et si tel était le cas et si la droite devait revenir à la majorité à l'Assemblée, est-ce que l'UMP vous semble être en capacité aujourd'hui d'assumer des responsabilités gouvernementales? Alors la dissolution, beaucoup à droite en rêve, mais moi je ne suis pas une grande rêveuse, en tout cas pas dans ma vie professionnelle ou politique. Moi, je pense qu'on dissout quand on pense qu'on va gagner. Ou alors, on dissout quand on est vraiment sans majorité. C'est pas le cas du gouvernement. Et puis, je pense que, franchement, alors si les parlementaires, en tout cas à l'Assemblée nationale, parce que le Sénat, on ne comprend plus du tout ce qui se passe au Sénat, hein, ils votent contre tout. Ils sont à gauche, hein, mais ils votent contre tout. Donc, bon, le Sénat, c'est un truc un peu compliqué, mais l'Assemblée nationale, si la majorité de l'Assemblée nationale se mettait à s'opposer au texte du gouvernement, là, évidemment, le président de la République surtout une situation très délicate, mais faire ça, c'est se faire harakiri, parce que s'il y a une dissolution, les socialistes reviendront à 50, hein, compte tenu du mode de scrutin uninominal des élections législatives, la puissance en plus des sortants qui
qui étaient députés il n'y a encore pas si longtemps que ça, qui sont restés encore un peu présents sur leur terrain. Moi, alors vraiment, ce serait se faire hacker. Donc je n'imagine pas la majorité sur donc je n'imagine pas de dissolution. Maintenant, s'il y en avait une, oui, la droite serait en capacité de gouverner. La question serait qui pourrait être Premier ministre. Mais bon, la vérité, c'est qu'il y a à droite des personnalités qui peuvent très bien aujourd'hui faire un Premier ministre immédiatement. Hein. Que ce soit François Fillon, que ce soit l'AGP qui ont déjà exercé des responsabilités, Pierre Raffarin, peut-être même des quadragénaires, qui sait. Bonsoir madame. Alors moi je vais vous poser une question peut-être plus technique, mais vous nous dites que le gouvernement actuel, et on peut partager cette critique, manque de vision et de visibilité. Et justement, moi je vous renverrai un peu la remarque. Par exemple, sur la remise à plat de la fiscalité, qui est peut-être un peu floue, mais qui est quand même une vraie bonne idée, je trouve que l'opposition, et vous êtes la première concernée, parce que vous êtes à la commission des finances, ancienne ministre du budget, ne donne pas assez son point de vue, enfin sa conviction, et pourtant vous êtes dans l'opposition, donc vous êtes plutôt libre. Et par exemple, l'impôt à la source, le prélèvement à la source, c'est quand même une vraie idée plutôt moderne. On ne sait pas tellement ce que vous en pensez au final, même si c'est compliqué techniquement. La fusion de la CRG et de l'IR, vous nous dites que vous y avez pensé, mais que c'est trop progressif. Hein. Et on ne sait pas si vous êtes vraiment pour ou contre. Par exemple, même le quotient familial, c'est quand même plutôt une politique de droite. Et vous nous dites, mais les célibataires sont les grands perdants. Mais donc, qu'est-ce que vous pensez au fond? Alors, moi je suis pour le quotient familial, hein, mais moi je ne suis pas pour la fusion CSG impôt sur le revenu. Je l'ai dit, j'ai eu cette décision à prendre, je l'ai prise. Donc je suis contre. Je suis contre parce que je pense que ça n'est pas faisable. Ça n'est pas faisable, c'est trop compliqué. C'est des fausses bonnes idées. Quand on se met à faire une réforme ultra compliquée, moi, je suis arrivée après la réforme de la taxe professionnelle. Vous savez, on a supprimé la taxe professionnelle, cet impôt imbécile qui pesait sur les investissements des entreprises. On a fait ce qu'on appelle la CVAE, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Il y a eu des 6,5 milliards de pertes pour les communes, parce qu'on a fait des transferts de charges des entreprises industrielles vers les commerces, en fait. Hein, parce que comme on a taxé la valeur ajoutée, les services, on a taxé la valeur ajoutée, donc on a taxé beaucoup plus les services, on a taxé moins les investissements, on a taxé beaucoup moins l'industrie. Les gagnants ont pris, n'ont pas dit merci, les perdants ont hurlé et ont eu gain de cause. En plus, ça a fait des transferts de charges entre communes, parce que les communes qui avaient des grandes entreprises industrielles ont perdu la taxe, et les entreprises, et des communes qui avaient des entreprises de services non polluantes, par définition, le service ça pollue beaucoup moins que l'industrie, on se retrouvait avec plein de taxes. Et donc il y a eu des transferts en plus entre communes, entre régions. Les régions industrielles ont perdu, la région Île-de-France a gagné. Bon, donc il y a eu plein de transferts de charges. Ces transferts de charges, on a été obligé de les compenser. Ça nous a coûté 6 milliards d'euros en année pleine, 6 milliards. 6 milliards et demi d'argent qu'on aurait pu utiliser pour faire autre chose, qu'on a utilisé pour uniquement compenser les pertes de CVAE des communes. Donc c'est pour vous dire que la réforme, c'est pas de la théorie. Voilà. La réforme, c'est pas des belles idées, c'est pas, pardon, je vais dire, non, je ne le citerai pas, je ne vais pas citer un économiste médiatique qui a toujours des tas de bonnes idées sur la fiscalité, mais sauf qu'il n'a jamais fait une réforme fiscale de sa vie. Moi, j'ai vu les conséquences de la réforme de la taxe professionnelle. 6 milliards et demi pour les contribuables, voilà, pour compenser. Alors, une fois qu'on a dit ça, moi j'ai vu donc Jean-Marc Ayrault sur la réforme IR-CSG. Si vous ne voulez pas de perdants sur cette réforme, c'est-à-dire pas de perdants, si vous voulez faire une CSG qui soit un bloc sans mitage, un impôt sur le revenu qui se colle à la CSG, qui soit progressif, si vous voulez garder le quotient familial, donc familialiser la CSG, et si en plus vous essayez de mettre en place un dispositif pour les travailleurs pauvres qui remplace la PPE, 10 milliards d'euros. Pour ne pas avoir de perdants, pour compenser toutes les pertes, 10 milliards d'euros. Voilà. Où sont les 10 milliards d'euros? Et qu'est-ce que vous allez faire comme économie ailleurs pour compenser ces milliards? Et c'est à prélèvement constant, hein, c'est-à-dire sans changer les taux, mais juste en enlevant tout le mitage et les trous de la CSG de l'IR, et en réussissant à fusionner. Voilà, donc ça c'est du concret. Moi je vous parle de concret. Je ne vous fais pas une théorie sur la fusion de l'IR et de la CSG, parce que moi, à un moment, le type, il va falloir qu'il la fasse. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, c'est compliqué de dire vous êtes pour. La retenue à la source. Bien sûr, c'est une très bonne idée, la retenue à la source, parce que la retenue à la source, elle a plusieurs avantages. D'abord, elle évite tous les accidents professionnels d'avoir des répercussions sur votre vie de famille. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes prélevé à la source, vous payez votre impôt tout de suite. Le problème du prélèvement à la source,
c'est qu'il faut donner plein d'informations, puisque l'impôt est familialisé. Si vous voulez prélever à la source l'impôt, il faut que vous donniez à votre employeur des informations sur le salaire de votre femme, sur votre vie familiale, votre femme, votre mari, sur votre vie familiale, sur vos compagnons, sur les enfants que vous avez à charge, s'ils sont handicapés, etc., sur vos revenus, vos autres revenus. Et donc votre patron va peut-être savoir qu'en fait, vous avez hérité de vos parents et que vous avez d'autres sources de revenus. Et du coup, ça va peut-être aussi impacter votre future augmentation. Ou bien votre patron apprendra peut-être que votre femme gagne plus que vous, et du coup, ça le rendra un tout petit peu moins enclin à vous en donner une d'augmentation. Ou votre patron apprendra peut-être que vous avez 5 ou 6 enfants à charge et 3 pensions alimentaires, et peut-être qu'il trouvera que vous avez une vie un peu dissolue et que ça l'incitera à ne pas vous donner de promotion. J'en sais rien, je plaisante. Mais pourquoi on n'a jamais fait la retenue à la source? C'est parce qu'avec la familialisation de l'impôt, ça conduit à donner des informations, ça oblige à donner des informations confidentielles à l'employeur, et les salariés ne voulaient pas les donner. On avait fait des tas de sondages, les syndicats salariés ne voulaient pas. Moi, personnellement, après, c'est une question de société. Est-ce que les salariés sont prêts à donner des informations personnelles ou pas? La vérité, c'est que le prélèvement à la source, ça marche bien quand on familialise pas. Voilà. Ça marche bien quand on individualise l'impôt. C'est très simple, vous gagnez tant, on vous prélève tant, et c'est l'employeur qui prélève. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça? Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire la mensualisation. La mensualisation, c'est pas le prélèvement à la source, c'est payer tous les mois une partie de l'impôt que vous devez de l'année dernière. Alors, c'est pas tout à fait aussi bien que le prélèvement à la source, mais la mensualisation, globalement, ça lisse quand même à peu près les accidents de carrière, parce que d'une année sur l'autre, c'est rare. Enfin, bon, si, ça peut arriver, mais enfin bon. La mensualisation, c'est une... Bon. Moi, je trouve que le fait d'avoir beaucoup progressé sur la mensualisation, c'est un progrès en matière de... Voilà. Si vous me posez des questions, bon. Moi, je ne suis pas tellement pour le grand soir fiscal, parce que vous pouvez pas imaginer le ras-le-bol fiscal aujourd'hui des contribuables. Et donc, aujourd'hui, un grand soir fiscal, maintenant, alors que les Français ne veulent plus payer d'impôts, que le travail au noir est en train de se démultiplier, que les délocalisations d'entreprises et d'activités sont en train de se multiplier, que les Français ne consomment plus, ils sont dans un attentisme total, que la TVA a chuté de 5 milliards. Donc si elle a chuté de 5 milliards, c'est quand même qu'il y a un problème de consommation et un problème aussi de décision d'investissement. Donc on a un problème. Donc moi je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui ce soit le moment de faire un chamboule-tout avec des perdants. C'est ça cette notion, je ne sais pas, enfin vraiment, vous êtes en école de commerce, il faut que vous compreniez bien. Quand vous faites une réorganisation, il y a des gagnants, il y a des perdants. Et le problème, c'est que les gagnants ne vous diront jamais merci, et les perdants vont hurler à la mort. Voilà. Et donc, est-ce que c'est le moment? Moi, je pense qu'aujourd'hui, la vraie sujet, c'est ce que j'ai dit à Jean-Marc Ayrault, c'est la baisse de la dépense. Et moi, je pense, alors là, vous me parlez d'Union nationale tout à l'heure, moi, je suis prête à une démarche où on se mettrait tous autour de la table et on dirait où est-ce qu'on baisse les dépenses. Voilà. Et le premier truc, c'est que la semaine prochaine, la loi de décentralisation arrive au Parlement, et que cette loi de décentralisation, elle supprime aucun échelon administratif. Est-ce qu'on peut se permettre de refaire la énième loi de décentralisation? Parce que nous aussi, on a largement échoué sur les réformes territoriales. On a fait une en 2003, on a fait une en 2009, à chaque fois, on a raté. Donc, est-ce qu'on peut se permettre de faire encore une loi sur la décentralisation? Encore une loi sans simplifier le millefeuille territorial. Quand nous, on a supprimé 150 000 postes de fonctionnaires en 5 ans. On a supprimé 150 000 postes de fonctionnaires. Ça a été très douloureux. Tous les enseignants nous ont voulu à mort. Là encore, ce matin, Manuel Valls, cet après-midi, Manuel Valls nous a dit vous avez supprimé les policiers, c'est pour ça qu'il y a de l'insécurité en France. C'est pas vrai. La vérité, c'est qu'on a remis les policiers, beaucoup de policiers, dans les rues, alors qu'ils étaient souvent dans les commissariats. Mais bon, peu importe. Eux, ils prennent le nombre. Tout ce qu'on a supprimé comme fonctionnaires, on l'a payé, mais au centuple dans le pignon. Bon, on a supprimé 150 000 fonctionnaires d'État. Pendant le même temps, les collectivités locales ont créé 150 000 fonctionnaires territoriaux. Voilà, en même temps. Voilà. Alors moi je suis désolée, il y a un moment, il faut quand même qu'on s'interroge. Si on veut baisser la dépense, il faut qu'on se mette tous autour de la table et qu'on voit comment on la baisse. Moi j'ai fait une proposition un peu iconoclaste, mais vous savez que comment l'Allemagne a résolu le problème des hôpitaux en déficit? Ils les ont privatisés. Parce qu'un certain nombre de règles de fonctionnement des établissements publics sont tellement contraignantes qu'elles pèsent sur les résultats des organisations. Et moi, je suis persuadée que si, dans certains hôpitaux publics, on proposait la transformation en établissement privé d'intérêt, je ne sais plus comment on appelle ça, d'intérêt collectif, donc en fait c'est des hôpitaux privés conventionnés, qui sont financés par l'État, eh bien rien que par le fait qu'ils ne sont plus soumis aux règles de marché public,
par le fait qu'ils peuvent rémunérer, moduler les rémunérations, qui peuvent éventuellement, qui sont beaucoup plus souples pour les recrutements, etc. Rien que ça, ça leur permet de retrouver l'équilibre. Voilà. Bon, c'est une profession totalement iconoclaste, mais à un moment donné, il faut bien voir qu'on a quand même des hôpitaux qui sont toujours en déficit aujourd'hui. Bon, du coup, on va passer à la dernière question. Alors, ce sera une question Twitter, une question de Kylian Bourgoin sur Twitter. Être une femme en politique, est-ce un atout? Il y a quand même encore beaucoup de défiance vis-à-vis des femmes en politique. La défiance des électeurs, la défiance aussi des politiques eux-mêmes, c'est-à-dire est-ce qu'on peut confier à une femme une mission vraiment importante. Si vous regardez d'ailleurs, même le gouvernement de gauche aujourd'hui de François Hollande, vous n'avez pas énormément de femmes à des postes de vraie responsabilité. Le ministre de l'économie et des finances n'est pas une femme, le ministre de la défense n'est pas une femme, le ministre de l'intérieur n'est pas une femme, le ministre du travail n'est pas une femme, le premier ministre n'est pas une femme, le président de la République n'est pas une femme, le président de l'Assemblée nationale n'est pas une femme, et le président de groupe à l'Assemblée nationale n'est pas une femme. D'accord. Donc moi je pense que voilà, on aime beaucoup les femmes, on aime en parler, on aime dire qu'on en veut. Il n'y a pas un grand maire de grande ville aujourd'hui qui soit une femme. Voilà. Beaucoup de chance, je pense qu'à Paris, on finira par avoir une maire femme à un moment donné. Mais d'ailleurs, c'est pour moi une révolution. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous remarquez, mais moi je suis très choquée à Paris de voir les commentaires qui sont faits tant sur la campagne de Anne Hidalgo que sur celle de Nathalie, sur la compétence. Je suis désolée, mais quand Seguin et M. Delanoë se sont battus pour la mairie de Paris, je pense que jamais on leur a dit que l'un ou l'autre était incompétent pour gérer Paris. Or aujourd'hui, les critiques qu'on entend, que ce soit sur Anne Hidalgo que ce soit sur Nathalie, portent vraiment sur leur capacité à gérer une grande ville. Je pense qu'elles ont prouvé toutes les deux, peu ou prou, qu'elles avaient largement les atouts pour le faire. Donc je pense qu'il y a encore un questionnement sur la compétence des femmes. Encore. Et ça me choque énormément. Mais je pense qu'il existe. Il existe même à gauche, ce qui est quand même très particulier, parce que la gauche est censée être féministe. Il existe même à gauche. Et d'ailleurs, si Ségolène Royal a été battue en 2007, c'est aussi parce qu'une partie de la gauche ne lui a pas fait confiance pour diriger le pays. Elle a eu aussi des défections à gauche. Voilà. Donc je pense que cette question de la capacité des femmes à gouverner reste encore posée en France. C'est encore un vrai machisme. Je pense qu'en même temps, c'est vrai que le fait d'être une femme peut être un atout pour occuper certains postes. Parce qu'à l'inverse, c'est vrai que comme on a besoin de montrer des femmes, certaines femmes peuvent se voir propulsées à des postes auxquels elles n'auraient pas pu prétendre si elles n'avaient pas été des femmes. Moi-même, j'ai sauté la case secrétaire d'État, je suis devenue directement ministre. Je pense que si j'avais été un homme, on m'aurait sans doute imposé le purgatoire de secrétaire d'État. Mais il fallait cette femme, parce que Sarkozy voulait cette femme ministre. En plus, l'université, personne n'en voulait. Ça tombait bien. L'émission Kamikaze, il n'y avait pas beaucoup de candidats. Donc ça tombait bien. Donc la femme s'est trouvée à la mission Kamikaze, comme par hasard. Comme par hasard. Donc c'est toujours un peu le cas. Enfin, il y a quand même un vrai sujet sur la femme en politique en France. Et objectivement, c'est très très dur pour les femmes, parce que les réseaux sont masculins, c'est un monde d'hommes, où les hommes se cooptent entre eux, enfin bon, ça reste très très compliqué pour les femmes. Et puis alors je ne vous parle pas de la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, qui est un cauchemar vivant, parce que dans un certain nombre de pays, ils ont essayé d'aménager les horaires de travail des parlementaires ou des hommes politiques pour faire en sorte que ce soit compatible avec une vie familiale. C'est absolument pas le cas en France. Je veux dire, quand Tony Blair interdit les séances de nuit pour que les femmes puissent siéger et rentrer chez elles le soir, nous, on se tape des séances jusqu'à 1h du matin. Et quand on n'y est pas, on se fait engueuler parce qu'on n'y est pas. Enfin, je veux dire, voilà. C'est extrêmement dur pour quelqu'un qui a une vie familiale, une vraie vie familiale avec des enfants à élever, etc., de faire de la politique. C'est un sacerdoce. Un sacerdoce, mais bon, on le fait par vocation. Et c'est vrai que c'est très compliqué. Bien, merci à tous pour vos questions. Merci Valérie Pécresse pour cet échange, j'espère que ça vous a plu. Merci à LiveShots pour les photos, merci à Telescope pour la vidéo. J'invite tous les étudiants intéressés par le livre de notre invité à venir dans le salon Jean-Baptiste Say pour l'acheter, où il y aura une petite séance de dédicace. Alors je vous donne rendez-vous en 2014 pour des rencontres qui seront, je l'espère, aussi intéressantes que celles de ce soir. Merci à tous et à bientôt. Et beaucoup de succès à tous. Espérons que vous n'aurez pas à faire la prochaine réforme fiscale.